Hello, 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 salut à tous, il est 17h02 du ciel nuageux, gris et pluvieux de Radio Château, j'espère que ça va bien. Bon, celle-là elle était facile, hein. C'est We Cut the Night de Aaron, bien connu, toujours un classique, mais toujours très bon quand même, hein. Alors, aujourd'hui, ça va être l'occasion de répondre à vos questions. Vendredi, on aura un invité d'exception. Il s'agit de Corentin Kérizit, qui est un peu l'homme de l'ombre de Zenly, qui a eu 1000 vies avant, hyper intéressantes, qui est un ayatollah, un malade de comprendre les choses dans le fond rapidement et les exploiter, et quand il commence quelque chose, autant vous dire qu'il y va à fond. Ça va être hyper intéressant, et j'espère que vous avez bien kiffé hier avec notre ami Louis Tortochot, parce que Louis, c'est quand même un personnage à part aussi, qu'il fait du bien d'entendre. Alors, par quoi on commence ? Eh bien, je vous propose, alors j'ai un truc collector pour vous, collector, vraiment. Mais avant ça, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, dont on parle beaucoup avec nos entrepreneurs consumer en ce moment, qui est ce qu'on appelle, qui est le principe de store of value. Alors le principe de store of value, c'est quoi ? Lorsque vous faites une application consumer, souvent, alors on va prendre plusieurs exemples, que vous soyez une app de méditation, une app, je sais pas moi, de thérapie, une app pour faire du sport, une app même comme Instagram, comme Snap, comme Zenly, etc. Il y a un sujet de ce qu'on appelle de store of value. C'est un peu comme la banque, c'est un peu comme votre coffre-fort. Vous débarquez à la banque vous donne un coffre-fort. Le coffre-fort, il n'y a rien dedans, et à mesure que vous le remplissez, c'est quelle tête il a votre coffre-fort. Et bien là, c'est un peu la même chose. À mesure que vous utilisez ces applications, il faut être en mesure à mesure que vous créez de la valeur, il faut être en mesure de la stocker quelque part, d'y apporter du sens, et qu'elle s'affiche de façon à ce que vous en soyez fiers. Il y a un principe de fierté. Et si vous regardez, alors évidemment c'est un peu antinomique, parce que à mesure que vous construisez de la fierté autour de votre profil, peut-être que vous perdez le sens de l'essence des choses. Mais par exemple, sur Instagram, vous avez le nombre de gens que vous suivez, le nombre de gens qui vous suivent, vous avez toutes les photos que vous avez mises, vous avez tous les messages que vous avez reçus, vous avez tout ce stockage d'informations qui est hyper intéressant et qui fait que vous avez un intérêt à revenir sur l'application, parce que plus vous y revenez, plus vous créez ce store of value. Et par exemple, sur Snap, c'était la fameuse flamme, la flamme du streak, qui est que à chaque fois, si vous venez chaque jour, cette flamme reste, grandit, et dès que vous arrêtez de venir un jour sur Snap, boum, ça s'efface. Et donc l'objectif, c'est d'incentiver les gens à revenir sur l'application. Donc ça, c'est le côté probablement le moins, pérenne et le moins sain de l'application, de la plateforme. Mais il y a aussi la deuxième partie qui consiste à dire, à mesure que j'utilise le produit, que je crée de la valeur, il faut que cette valeur,
elle est des effets composés. Et les effets composés, c'est ce fameux store of value, ce fameux profil sur lequel, je sais pas, quand vous faites des exercices sur un Freeletics, un Asana Rebel ou je ne sais quoi, vous allez avoir l'ensemble des minutes de sport que vous avez fait, tous les exercices que vous avez fait, puis à mesure que vous avancez, ça va débloquer des features, et puis ces features vont en débloquer d'autres, etc., etc. Et c'est comme des applications comme Run Static, etc., où vous avez la communauté, votre profil, les gens qui réagissent à vos runs, etc., etc. Et donc, il y a tout cet enjeu de store of value. Moi, je trouve qu'il est un peu sous-estimé, sous-exploité, sous-traité aujourd'hui dans les applications de consumer qu'on a dans notre portefeuille. Pourtant, il est essentiel parce qu'il démontre la valeur qu'on a déjà tirée de l'application. Et puis, c'est un moyen d'engagement. Vous pouvez dire aux gens qui sont les plus fidèles, qui sont les utilisateurs les plus captifs, ceux qui utilisent le produit avec le maximum de ses capacités, vous pouvez débloquer des choses spéciales et créer un lien spécial avec ces utilisateurs-là. C'est vrai en coaching, c'est vrai dans le sport, c'est vrai dans la méditation, c'est vrai dans la thérapie, c'est vrai aussi dans les applications créatives. Et si demain, par exemple, vous créez une application créative pour que les gens showcase, démontrent les dessins qu'ils ont fait ou l'art qu'ils ont fait, si c'est juste une pauvre galerie avec tout l'art qu'ils ont fait ou comme vous avez sur Instagram, toutes les photos qui s'affichent, et ben finalement, ça manque peut-être d'originalité, de créativité, de manière d'afficher ça de façon à ce que ce soit... qu'on en soit fier, quoi. Et donc ce truc de fierté, je prenais l'image avec un entrepreneur hier, c'est si vous alliez à votre banque et que vous mettiez 1 euro dans la banque, vous avez un petit coffre-fort tout petit, tout gris, comme un Tamagotchi qui viendrait de naître, et puis à mesure que vous rajoutez de l'argent, que vous diversifiez votre portefeuille, et votre coffre-fort, il change de couleur, il change de forme, il grandit, etc. Alors ça, c'est la version extrême et très gamifiée, sur laquelle on extrait probablement peu de valeur de ce principe de store of value, mais c'est juste pour vous montrer une image dans son extrême. Et après, l'extrême inverse, ce serait à mesure que vous progressez dans votre expérience de l'application et de l'usage de cette application, vous débloquez des features uniques que seule une partie des utilisateurs peuvent avoir et vous débloquez des activités que seuls des gens qui ont rempli certaines tâches peuvent avoir. Et donc, c'est ce principe de membership où plus on avance dans l'expérience et plus notre expérience est améliorée et on nous la remplit, quoi. Donc voilà, quand vous faites du consumer, évidemment, il faut penser à sa narrative qui est le besoin profond, authentique et durable auquel on répond et qui fait qu'on existera encore dans 10 ans. Évidemment, il faut penser à la primitive qui est la fonctionnalité cœur qui permet d'exprimer cette narrative avec la plus grande puissance et tous les enablers aux autour qui sont les features qui améliorent, intensifient, amplifient cette primitive. Mais tout ça, vous en faites quelque chose et si ça ne fait que s'évaporer, c'est dommage. Donc il faut voir où est-ce qu'on le met et où est-ce qu'on le met. On le met dans un profil, on le met quelque part et ce quelque part, c'est le store of value, c'est l'endroit où on stocke les informations avec tout notre contenu d'usage de l'application. Donc voilà. Alors, maintenant qu'on a dit ça, il faut que je vous fasse part d'un petit élément croustillant. Avec ma fille aujourd'hui, on a parlé de licorne et je me suis dit que ça vous intéresserait. Tu veux faire quoi? Quoi, ça, tu disais? Alors attendez, ça fonctionne pas bien. Je vais recommencer. C'est reparti. Hop. Tu veux faire quoi, ça, tu disais? Je voulais faire une unicorn. Une unicorn. Pourquoi c'est important les unicorns? Je voulais juste faire une unicorn parce que j'aime bien les unicorns. Pourquoi c'est sympa les unicorns? Pourquoi tu aimes bien les unicorns? Qu'est-ce que tu aimes dans Parce les qu'elles unicorns? sont arc-en-ciel. Parce qu'elles sont arc-en-ciel? Oui. Et elles ont des pouvoirs magiques, les unicorns? Oui. Elles ont quoi comme pouvoir magique? J'ai pas envie de te dire. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que... Et pourquoi tu me demandes cette question? Pour savoir ce que tu aimes chez les unicorns. Moi, je chasse des unicorns. Je suis chasseur de unicorns. Non, menteur. Si, je te jure. Non, Tu me crois pas? t'es menteur. Non, je suis chasseur de unicorns. Non, t'es un menteur. Moi, tu sais, mon métier, c'est donc de faire ce qu'on appelle des investissements. C'est vrai. C'est quoi tes investissements? C'est quand tu
quand tu mets de l'argent Oui. dans une entreprise Oui. pour l'aider à se développer, Oui. et donc celles qui marchent le mieux, qui deviennent extraordinaires, comme elles deviennent extraordinaires, Droit. on les appelle les entreprises. Comme elles deviennent extraordinaires, quand elles deviennent extraordinaires, on les appelle des unicorns. Et c'est pour ça que je suis un chasseur de unicorns. Non, Mais menteur. c'est pas des unicorns arc-en-ciel. Non, menteur. Je Et t'aime. t'en as jamais vu en plus. J'en ai Et t'en as jamais vu en plus. Alors là, elle m'a tué parce que c'est vrai. jamais vu des unicorns. Écoute, tu sais quoi? C'est vrai. J'ai jamais réussi à trouver une unicorn encore. Et donc, elle m'a fait rigoler parce qu'elle s'en rend pas compte quand elle dit ça, mais elle te dit d'abord t'es un menteur. Donc ça, c'est un peu vrai, parce que dans le VC, on chasse beaucoup ce mythe, ce fantasme de la boîte extraordinaire, alors qu'en réalité, ce ne sont que des exceptions. Et on est plutôt, nous, en train de financer et d'accompagner, non pas l'ordinaire, mais la normalité. Et de temps en temps, on a des exceptions, des trucs dingues qui se créent. Ce sont ces fameuses unicorns. Et elle me dit, t'es un menteur. Et en plus, elle me dit après, t'en as jamais vu des unicorns. Et alors, c'est très drôle parce qu'en fait, c'est vrai. Des unicorns chez Kima, bon, on en a financé rapidos en tant que seed investor. Mais est-ce qu'on en a vraiment financé encore avec des gros tickets? Bah, c'est pas exactement ça. Capitaine Train ou Zenly, c'est des boîtes qui sont vendues quelques centaines de millions d'euros. On n'a pas encore trouvé la unicorn et on est en pleine chasse. Et j'ai trouvé ça tellement juste, tellement drôle, tellement candide. C'était vraiment très, très, très mignon. Et donc, en voyant ça, ça m'a fait penser aux fameuses morning routines avec les enfants. Alors, pourquoi morning routine? Parce que hier, je suis tombé sur un contenu avec quelqu'un qui nous racontait qu'il allait nous apprendre à apprendre. Et pour nous apprendre à apprendre, tous les matins, il se réveillait et puis il se lavait les dents avec la main gauche pour activer son cerveau gauche parce que normalement, il est droitier. Ensuite, il buvait un grand verre d'eau pour activer le corps. Et puis après, il se faisait un smoothie. Et puis après, il prenait une douche froide. Et puis après, il faisait du sport. Et puis seulement, puisque ça faisait 1 heure qu'il faisait ça, maintenant, il commençait à regarder les informations, etc., etc., etc. Et alors, ça me fait marrer parce qu'évidemment, je vois ce mec-là qui nous raconte sa morning routine incroyable. Je vois aussi tous les influenceurs Instagram de renom qui nous racontent à quel point leur dimanche est ponctué de alors je fais un peu de sport, après je fais un peu de cuisine, après je lis, après j'apprends quelque chose de nouveau, ensuite je fais une petite sieste, ensuite je discute avec quelques amis proches, et puis après je fais ceci, après je fais cela. Et tous ces gens-là, en fait, ils sont marrants, mais c'est des conneries. Ça prouve que c'est tous des gens qui n'ont pas d'enfants. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Ils ont pas conscience. La réalité, quand tu te lèves le matin, si tu te lèves à 7 heures, t'es foutu. Ta journée, elle commence avec les gosses. Il faut que tu les habilles, il faut que tu leur donnes le petit déjeuner, il faut que tu les habilles, que tu les habilles au moins 5 fois, parce qu'il faut leur redire 5 fois de s'habiller. Il faut leur sortir les vêtements. Une fois qu'ils ont sorti les vêtements, t'en as toujours un qui est toujours à poil parce qu'il s'est pas habillé. Après, après, il faut leur donner les brosses à dents, et puis tu leur mets un peu de crème, et puis tu regardes qu'il y a tout dans le cartable, et puis le temps de passer le petit déjeuner, etc. Tout ça, ça prend du temps. Pendant ce temps-là, il faut que toi-même tu te prépares parce qu'après, il faut que tu les emmènes à l'école avant que ta journée commence. Et donc, c'est impossible d'avoir une morning routine d'1 heure pendant laquelle tu fais du sport, des douches froides et des smoothies si tu as des gosses. Le seul moyen de faire ça, et donc on s'en rend compte maintenant en confinement parce que les enfants, heureusement, les nôtres sont un peu plus âgés, ils ont 10, 8, 6, ils se lèvent un peu plus tard sur les coups de 8 heures. Et donc, j'ai un peu de temps libre rapidement entre 7h15 et 7h45. Mais en réalité, tu as une demi-heure maximum et encore, cette demi-heure, elle est vite raccourcie parce que les enfants se lèvent, ils ont besoin de leur chocolat chaud, ils ont besoin de leur cornflakes, de leurs petits médicaments anti-allergie et nanana, etc. Et puis ça enchaîne. Et donc, ça m'a toujours fait marrer ces gens-là qui te parlent de leur morning routine, qui te culpabilisent, alors que toi, en réalité, ta vie, elle est ponctuée différemment. Alors, en revanche, ce qui est intéressant,
c'est qu'on dit que... alors, il y a toujours une solution, hein, donc quand même, parlons des solutions. On parle de combien de temps de sommeil il faut par nuit. Alors, il y a des gens qui vont dire « Oh, moi, j'ai besoin que de 5 heures », puis il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, j'ai besoin de 8-9 heures ». Ce que montrent les études, et je ne sais pas à quel point c'est vrai, c'est qu'en dessous de 6h30, on perd des points de vie. Au-dessus de 7h30, 8h, on perd des points de vie aussi. Donc en moyenne, il faut dormir environ 7 heures par nuit. Si vous arrivez à vous coucher sur les coups de 23 heures, je vous souhaite bonne chance. Et de vous lever sur les coups de 6 heures, vous avez dormi 7 heures. Et après, il faut bien dormir, parce que c'est pas le tout de dormir 7 heures, il faut bien dormir. Et que vous avez bien dormi, vous avez peut-être 1 heure à tirer pour pouvoir faire votre morning routine. Mais la morning routine, dans un petit appartement parisien par exemple, eh ben, ça ne marche que si vous ne faites pas de bruit. Et alors, comment tu fais des squats et comment tu fais des burpees dans ton salon quand tu veux faire du sport le matin s'il faut que tu fasses pas de bruit? La seule chose que tu peux faire, c'est probablement un peu de méditation, de pilates et de yoga et de sport qui ne fait pas de bruit. Mais tu es quand même obligé d'être un peu silencieux. Et alors, si tu as du parquet, tu es dans une merde. Et c'est sûr que les gosses, ils se lèvent. Donc, c'est quand même un challenge de créer une morning routine quand on a des enfants, même si c'est jouable. Alors, quelques tips quand même pour ceux qui se posent la question. Alors, quand tu as des enfants en très bas âge et que tu ne maîtrises pas complètement le temps, bon bah là, t'es foutu. Quand ils sont un peu plus grands, un truc important, c'est essayer de les coucher pas trop tard, donc 8 heures maximum, de façon à pouvoir profiter de sa soirée et ensuite de se coucher tôt pour pouvoir se lever tôt. Se lever tôt, le piège, et comment est-ce qu'on se lève tôt sans faire de bruit avec son réveil qui sonne et qui réveille toute la famille? Eh bien, soit il faut avoir une porte qui ferme dans sa chambre, soit il faut avoir le téléphone en mode d'avion et vibreur sous son matelas, à condition qu'on ait le sommeil léger en fin de nuit, et ça nous permet de nous réveiller. Et puis après, il faut organiser vos matinées de façon à peut-être reprendre un peu le contrôle une fois que vous avez déposé vos enfants à l'école, si vous voulez faire du sport par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut adapter votre agenda à ce qui vous permet d'exprimer vos besoins. Donc par exemple, moi je me suis rendu compte que faire du sport le soir, j'en suis incapable. Donc je fais du vélo pour me déplacer à Paris quand je ne suis pas confiné. C'est ça qui me permet de garder un peu la forme en termes de cardio. Et puis après, le seul moyen pour moi de faire du sport, c'est le sport le matin, quoi. Et alors je peux faire 20 minutes à une demi-heure maximum, mais pas plus, parce qu'après les enfants se réveillent. Et donc... vous, si vous êtes plutôt du matin ou plutôt à l'heure du déjeuner, etc., essayez de placer les routines, ces fameuses morning routines à la con, là, essayez de les placer quelque part dans votre agenda pendant la journée, de façon à pas complètement abandonner ces routines. La pire chose que je me suis rendu compte quand tu deviens parent, c'est qu'en réalité, au lieu de réorganiser tes routines autour de ton agenda, tu fais une croix sur ces routines-là. C'est dommage, il faut essayer de les retrouver. Alors on ne les retrouve pas tout d'un coup, il faut arrêter de se culpabiliser en regardant des gens qui t'expliquent que tu peux te lever à 5h30 et devenir le maître de ta vie. Moi, 5h30, je ne sais pas faire. Et puis si c'est pour qu'une fois sur deux, je réveille mes gosses à 6h30, on n'est pas dans la merde, quoi. Du coup, ça me fait marrer les morning routines. Je voulais vous en parler un petit peu parce que c'est quand même une énorme private joke d'influenceurs Instagram qui nous racontent comment faire sa vie quand on est célibataire et sans enfant. Voilà, je n'ai pas de grande chanson pour énoncer ce propos, mais ça m'a quand même fait bien marrer. Alors, voyons voir si vous avez des petites questions. Alors oui, il y a Carlos qui fait un live à 17h aussi. Ouh aïe aïe, il y a compète. Écoutez, il n'y a pas compète. Je pense que le live storm comme le storm, dans les deux cas, il fonctionne en replay. Donc écoutez, prenez ce qui vous divertit à cet instant T et ensuite faites-vous le replay un petit moment là. Voilà. Alors... de quoi on parle? Génial d'entendre l'histoire et la success story du commerçant. Louis apporte une bouffée d'air frais. Je suis bien d'accord, c'était vraiment cool d'avoir notre ami Louis Tortouchot hier en live. J'adore ce mec et c'était vraiment cool. Tiens, bah le voilà, il est en live. Il nous dit hello et il nous fait un cœur. Et il y a de la passion, il y a de l'ambition, il y a de l'humilité chez ce garçon. Et je pense que c'est un bon modèle à suivre pour n'importe quel entrepreneur. Voilà. Alors, hello Jean, as-tu retrouvé le nom de l'équipe de dev des Alpes? Alors, l'équipe de dev des Alpes qui s'appelle, je vais vous les retrouver.
Ah bah non, parce que j'ai j'ai tout qui bug. J'ai mon Chrome qui bug, du coup, j'arrive pas à vous le retrouver. Et je vais descendre avec la question que j'ai sur mon téléphone, qui est la plus basse. Est-ce que... Ah, Lumabi, nous dit quelqu'un d'anonyme. Merci, cher anonyme, c'est exactement ça. C'est Lumabi. Et c'est effectivement eux qui font des apps dans les Alpes. Ce qui m'a toujours fait rigoler d'ailleurs comme baseline. C'est assez simple, mais au moins on les oublie pas. Enfin, on les oublie pas. On oublie le nom, mais on n'oublie pas ce qu'ils font et où ils le font. Je suis sûr que si vous tapez les apps dans les Alpes, vous tombez sur Lunabi sur Google. Alors, Gringo est en train de réveiller les gens brutalement. Tu sais, ceux qui attendent le vol avec les macarons, alors qu'en fait, le vol a explosé. J'écoute les deux. Waouh! Donc, il y a quelqu'un qui écoute les deux. C'est balèze, ça, d'arriver à écouter Carlos d'un côté et Radio Château de l'autre. Alors, est-ce que tu pourrais parler des faillites et des startups qui plantent après avoir levé, s'il te plaît? Ils deviennent quoi, tous ces gens? Est-ce que ça les blacklist pour une éventuelle nouvelle levée? Alors, cher anonyme, c'est une question intéressante, ça, l'échec dans les startups. D'abord, la startup, c'est un exercice de progrès, c'est pas un exercice de succès. Ton objectif, c'est d'arriver le plus efficacement possible, c'est-à-dire de manière rapide et excellente dans l'exécution, d'un point A à un point B, avec l'accélération que te permet le capital. Et donc c'est à ça que servent les investisseurs, les business angels, le love money, c'est de donner du capital à quelqu'un pour accélérer sa courbe de progression, pour que les premières étapes qui peuvent être longues se déclenchent très rapidement. Et ça a des effets d'entraînement qui donnent l'habitude à l'entrepreneur d'avancer rapidement. Et c'est à ça que ça sert. Après, il ne faut pas se leurrer. La majorité des startups plantent. Est-ce que la majorité des startups plantent et est-ce qu'il y a un groupe des startuppers anonymes qui ont planté et qui se racontent le fait que leur vie est foutue? Non, parce que généralement, ces gens-là, s'ils ont bien appris, s'ils ont progressé dans leur aventure malgré leur échec, c'est des gens qui ont acquis de la compétence, qui ont acquis de l'expérience et souvent avec une vitesse bien plus importante et avec des épreuves bien plus fortes que si tu étais dans un grand groupe ou une boîte classique. Donc la question, c'est comment est-ce que tu recycles cette expérience? Et si tu regardes la Silicon Valley, c'est un endroit incroyable parce que c'est un endroit dans lequel les choses vont très vite. Les choses implosent, explosent avec de manière fracassante. On en parle peu, on parle souvent des succès parce qu'ils existent et ceux qui échouent se recyclent dans ces succès, dans les grosses boîtes, à la Facebook, à la Google, etc. Et ça crée un écosystème viable avec des gens qui essayent, qui échouent, qui se recyclent, qui réessayent, qui réussissent. Et c'est assez frappant. Le truc en Europe et notamment en France, c'est qu'on n'a pas encore les gros succès qui nous permettent de nous sentir à l'aise face à nos échecs. Et donc, c'est pour ça que le PGE, BPI, tout ce que fait le gouvernement aujourd'hui pour accompagner les startups dans la période difficile qu'on est en train de vivre, elle est importante parce qu'en réalité, tant que tu n'as pas les rôles modèles de réussite, tu ne peux pas te permettre d'avoir de trop grosses plantades. Ça te met un écosystème en berne, il faut faire très attention à ça. Alors hier, il y avait Roxane Varza sur Twitter qui disait que elle était étonnée parce qu'elle entendait parler beaucoup de plans de licenciement dans des boîtes et en fait la presse et les journalistes ne s'en sont pas emparés et elle s'étonnait du fait que l'écosystème ne soit pas plus honnête vis-à-vis de ses plantades et de ses échecs et qu'on n'en parle pas plus. C'est un sujet difficile parce que effectivement il faut être transparent vis-à-vis de ses échecs et pas juste se la raconter je suis start-upper, j'essaye donc je réussis. Mais la difficulté c'est que d'abord, quand tu parles des échecs, les gens ont une tendance en France à envenimer le truc et à faire du scoop au lieu de documenter la chose et d'en parler avec un peu de nuance. Donc c'est dangereux et difficile de parler de tous les échecs et de tous la contraction et ce qui est en train de se passer dans les boîtes qui licencient d'une part. Et puis d'autre part, pendant le Covid, une boîte qui va licencier 10-15% de son effectif, c'est pas une boîte qui est en échec, c'est peut-être une boîte qui a compris qu'il fallait être un peu plus efficient, qu'il fallait rationaliser. Alors c'est aussi un aveu d'échec parce que ça veut dire que tu l'avais pas fait avant, mais c'est difficile de lay-off, de virer 10 à 15% de ton effectif et tout de suite de faire un blog post dessus ou d'en parler à un journaliste. D'abord, il faut que tu communiques en interne. Ensuite, il faut que tu fasses les choses. Après, tu vas en parler à l'extérieur et tu vas en parler à l'extérieur une fois que tu en as tiré les conséquences. Et je pense que le Covid a un peu accéléré et créé un sentiment d'impatience où on veut que les choses soient dites et soient faites très très vite, alors qu'en réalité, il y a un temps de gestation,
que les choses sont en train de se passer, qu'il y a des équipes qui deviennent de plus en plus efficientes, qui se séparent d'une partie de leur personnel, ils se recyclent. C'est à ça que sert par exemple Wanted, une boîte de portefeuille qui a créé une app qui s'appelle Switch et qui permet en fait de mettre la liste des employés qu'on laisse partir, dont on se sépare pour qu'elles trouvent un job ailleurs. Et donc tout ça est en train de s'organiser. Moi, j'aimerais beaucoup que les journalistes, dans leur travail de fond, commencent à rentrer en contact avec les entrepreneurs, préparent leurs papiers, les documentent et puissent en parler dans le courant de l'été, puisque ce sera à ce moment-là que ce sera le bon moment pour en parler. Mais avant, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Il faut faire attention à pas faire preuve de trop d'impatience pour parler de ce qui est en train de se passer, parce que ce qui est en train de se passer, on est en train de le vivre. Et pendant qu'on le vit, c'est facile de commenter, mais c'est aussi là qu'on fait des erreurs d'interprétation et de jugement. Il faut attendre que les choses se passent avant qu'on puisse en parler. Pour une fois, n'allons pas plus vite que la musique. Voilà. Et donc du coup, les gens qui plantent, écoute, ils ne sont pas blacklistés. Ils peuvent lever de l'argent à condition qu'ils aient progressé dans l'aventure précédente et qu'on estime qu'ils en valent la peine. Nous, on a des entrepreneurs de portefeuille qui ont échoué, qu'on a refinancé, et d'autres qui ont échoué et qu'on ne refinancera jamais. C'est un peu notre appréciation personnelle de la capacité de l'entrepreneur à avoir appris et à être potentiellement un futur gagnant, quoi. Et quand on voit les entrepreneurs d'ailleurs de la Silicon Valley, les stats montrent que c'est plutôt des quarantenaires qui réussissent, ce qui démontre que l'expérience est importante pour réussir souvent. Et donc c'est important. Hello Jean, c'est qui les BA Rockstar en sales B2B SaaS à la Payfit, Spendesk ou Aircall selon toi? Écoute, tout est dans le titre, cher Anonyme. Quand tu parles de Spendesk ou de Aircall, c'est des boîtes qui sont issues du Startup Studio eFounders, donc de notre ami, comment il s'appelle, Thibaut Elzière, qui est aussi investisseur dans Payfit, pour info. Donc tu vois, tu as le trio gagnant là. Et nous aussi, chez Kima, on est investisseur dans les trois. Donc c'est cool. Donc Thibaut est évidemment une personne importante. En BA Rockstar, donc tu as lui. Et après, sur du B2B Sales, j'avoue que c'est le premier qui me vient à l'esprit. Il y en a probablement d'autres, mais qui sont moins connus ou qui sont dans moins de deals. Mais si je devais t'en donner un, je te donnerais celui-là, Thibaut Elzière. Il voit beaucoup de choses. Il est très sympa. Et si tu as une belle boîte de B2B SaaS, c'est vraiment l'investisseur avec qui tu veux discuter absolument, quoi. Quelqu'un anonyme nous dit un réseau communautaire qui rémunère ses utilisateurs pour leur poste de recommandation pourrait susciter la curiosité. On a vu beaucoup de choses comme ça chez Anonyme, des gens qui en fait créent des réseaux communautaires où on rémunère les participants. La question c'est, tu as une dichotomie entre l'incentive et la participation. Tu n'arriveras jamais à donner la valeur monétaire d'une participation telle qu'elle est vraiment perçue par la personne qui a participé. C'est impossible, ça n'existe pas. C'est d'ailleurs toute la problématique des réseaux sociaux existants. C'est oui, Facebook rémunère, enfin Facebook monétise sa base d'utilisateurs, mais elle monétise sa base d'utilisateurs, elle monétise plutôt son temps passé à consulter. Et le temps passé à consulter, il est beaucoup plus important que le temps passé à écrire. Et donc, ce temps passé à consulter qui est plus facile à rémunérer parce qu'on arrive à créer des unités de mesure et des rémunérations à la minute qui sont faibles, mais qui sont composées avec le temps sur la lecture, deviennent énormes. Et c'est ça qui est dingue. Si tu voulais rémunérer les gens qui postent sur les réseaux sociaux, tu n'arriverais pas à créer suffisamment de valeur parce que les gens ne seraient pas rémunérés assez par rapport à leur contribution, ou en tout cas, ils le percevraient comme tel. Donc c'est très difficile, à moins que ce soit des réseaux d'experts sur des questions très 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 précises. Et dans ce cas-là, il faudrait que chaque personne qui récupère la question, un peu comme un Harvard Business Case, paye pour ce case ou pour ce conseil, à condition que ce conseil ne s'ébruite pas partout. Donc ce serait un peu plus comme un bouquin, un contenu à haute valeur ajoutée. Mais sur les contenus à baisse valeur ajoutée ou de recommandations, les unit economics par contenu sont vraiment trop faibles. C'est hyper difficile. Alors, David nous dit 2LR Unicorn Master, un jour il sera le meilleur dresseur. Ah, ben, écoute, c'est comme les Pokémon, hein. On essaye de les attraper tous et puis il faut du temps et de la résilience et du travail pour y arriver. Il faut s'accrocher. Voilà. Alors, Blablacar, jamais eu de com, de vrais chiffres, profit, rentable. Non, est-ce que tu peux parler de cette boîte? Merci. Alors, je ne peux pas parler de Blablacar parce que je n'ai pas assez d'informations sur cette boîte.
c'est une boîte iconique en France depuis longtemps. C'est difficile parce qu'elle a endossé ce rôle de boîte iconique. Et donc, quand elle a commencé à avoir des difficultés, on lui a pas donné la place pour exprimer les difficultés qu'elle était en train de vivre. Et quand tu laisses pas la place à une boîte d'exprimer les difficultés qu'elle est en train de vivre, en fait, tu la laisses dans une vision partielle de la réalité. Et donc, elle est un peu en illusion, quoi. Et donc, je pense que ça a été difficile pour Blablacar de vivre cette double vie de je suis une icône et je suis en difficulté. Ça a dû être difficile pour les investisseurs aussi. Et on écoute tous les podcasts, notamment de Fred Mazella, qui sont super intéressants. Et en même temps, il ne parle jamais des échecs vécus chez Blablacar, ou très peu. Enfin, moi, je l'ai écouté une ou deux fois et je ne l'ai jamais entendu en parler. Et j'aimerais bien que les entrepreneurs en parlent plus parce que c'est toujours des histoires très intéressantes pour les autres entrepreneurs. Et voilà, donc Blablacar endosse ce rôle d'espèce de Marianne de la start-up qu'on n'a pas le droit de défigurer. Et c'est difficile, à mon avis, pour eux à vivre au quotidien depuis longtemps. Et j'avoue que mon extérieur, c'est qu'ils font un travail formidable avec beaucoup d'efforts pour tenir ce rôle. Et déjà, cette prise de responsabilité, elle est assez brillante, mais ça ne doit pas être facile tous les jours. Voilà. Alors, est-ce que c'est vraiment le but, la unicorn, nous demande Mélissandre. Écoute, c'est pas le but, la unicorn, ça peut pas être un but, parce que sinon, ça veut dire que ton objectif serait un objectif inatteignable, et c'est très mauvais d'avoir un objectif inatteignable, parce que, en fait, tu te mets dans une espèce de vision, une espèce de mirage de la vie entrepreneuriale, donc c'est pas bon. En revanche, à un moment donné, tu te rends compte que tu as du talent, que tu travailles dur, que tu es sur un sujet gros, que tu as le potentiel de devenir quelque chose d'assez unique en son genre. Et dans ce cas-là, il faut quand même essayer de poursuivre cette voie parce que c'est quand même les boîtes iconiques, les boîtes importantes qui créent les rôles modèles, qui créent des piliers solides de l'économie. Et donc, il nous en faut en France, il nous en faut partout, c'est important. Et donc, même si les unicorns, c'est pas le but, c'est une nécessité. Et donc, cette nécessité, il faut qu'on la chasse quand même. Donc, on ne chasse pas l'unicorn comme un but ultime, mais on chasse la unicorn comme une nécessité de l'économie. Et c'est le rôle des ventures capitalistes de chasser les unicorns parce que c'est nécessaire. Voilà. Alors, voyons. Donc, il y a Rocket qui nous dit « Ça me saoule ces morning routines ». On est bien d'accord avec toi, Rocket. Gonflant ces gens qui te culpabilisent, voilà. Et il y a quelqu'un d'anonyme qui te dit mais pourquoi faire des enfants? Écoute, ceux qui en ont pas ne le comprennent pas, ceux qui en ont fait se posent les questions et ceux qui en profitent ne s'en posent pas. Donc quand on fait des enfants, on en profite, tout simplement. Morning routine, dit Morgane, c'est du branding personnel. J'aimerais tellement attraper quelqu'un qui vend ses routines en train de dormir alors qu'il est en train de dormir le matin. Moi aussi, ça me ferait bien rigoler. Alors, hello. Pourrais-tu nous parler un peu de cash-out partiel chez les fondateurs en général? Est-ce que c'est un sujet hyper intéressant mais peu abordé. Alors, le cash-out partiel, c'est quoi? C'est les entrepreneurs qui vont faire une levée de fonds et dans le cadre de cette levée de fonds, les investisseurs vont leur racheter des parts à un certain prix de façon à ce qu'ils puissent mettre un peu d'argent de côté. Alors, à quoi ça sert cela? Ça sert tout simplement à... vous avez réalisé une partie de votre travail. On espère que vous soyez ambitieux, mais c'est difficile de libérer toute votre ambition si tout ce que vous avez est à risque. Et donc, faire du cash-out partiel pour des fondateurs, c'est pas mettre beaucoup d'argent de côté, mais c'est en mettre un petit peu pour se dire qu'on a réalisé une partie de son potentiel et qu'on peut continuer de nourrir l'ambition de faire quelque chose de grand sans que tout ce qu'on a construit par le passé soit totalement à risque. Et c'est pour ça que c'est important le cash-out partiel chez des fondateurs qui ont pris la mesure de l'argent et de l'intérêt de ce cash-out partiel dans la construction d'une boîte ambitieuse. Donc c'est à ça que ça sert. Aux États-Unis, c'est assez fréquent. C'est même un peu abusé. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont gagné beaucoup d'argent en cash-out partiel et qui ont planté leur boîte après. Énormément, vraiment énormément. Dans le même temps, ces mêmes entrepreneurs, c'est eux qui investissent dans les boîtes de demain. Donc l'argent tourne et quand l'argent tourne, c'est déjà pas mal.
Et puis ensuite, comment dire, voilà, c'est en France, en Europe, ça se développe de plus en plus, surtout à des stades de boîtes qui valent plusieurs centaines de millions. C'est là généralement qu'on fait des cash out partiels pour des boîtes. Alors, est-ce qu'on connaît Ernest Capital? Je ne connais pas. Ah non, Earnest Capital. Je ne connais pas Earnest Capital, cher anonyme. Ça a l'air d'être un Kim Abyss. Ah bah tiens, ça m'intéresse ça. Je vais regarder. Je ne sais pas où ils sont basés et je ne t'avoue, je ne les connais pas. Si ça se trouve, on est au capital de certaines boîtes avec eux, mais ça ne me dit rien. Il y a M. Gasly qui demande à Louis quand est-ce qu'il démarre et quand est-ce qu'il termine ses journées. Écoute, je peux te dire qu'il est démarre tôt, vu les messages que de temps en temps il m'écrit. Et quand est-ce qu'il les termine? Avant, il les terminait tard, mais il a pris un peu plus de contrôle sur sa vie. Et donc, du coup, maintenant, il ferme sa boulangerie de temps en temps de façon à gagner un peu de ce qu'on appelle work-life balance, ce fameux mirage de tout travailleur passionné. Voilà. Pourrais-tu nous parler des salaires des founders en France? Nous demande Amir. Écoute Amir, les salaires des founders, ils sont fonction du stade de développement. Quand on commence, un fondateur va se payer 40, 45, 50K. Ça dépend ce dont il a besoin aussi, parce que tu as la vie perso qui entre en jeu. Est-ce que tu as une famille? Est-ce que tu habites à Paris? Est-ce que tu habites à Lyon? Est-ce que tu habites je sais pas où? Et donc, il y a le niveau de vie qui rentre en compte. Il faut mettre le fondateur dans une comment dire, dans un état où à la fois il va se battre pour sa boîte parce que c'est important et où il dilapide pas l'argent qu'il a levé, mais en même temps il ne faut pas qu'il se retrouve en stress pour quelques centaines d'euros à la fin du mois. Ce serait vraiment atroce et complètement stupide. Donc on fait attention à ça. Et après, à mesure que les boîtes grandissent, les salaires des fondateurs grandissent aussi, ont une part de moins en moins importante finalement dans l'ensemble du PNL, donc du business plan et du budget des entreprises. Et donc on arrive à des boîtes en série B, série C, où les fondateurs sont payés 120, 150 000 euros bruts ou plus. Et voilà, et ça leur permet je ne dis pas que c'est marginal par rapport à leur budget total, mais en tout cas, ça les vaut. Voilà. Quand tu as rencontré Louis, tu étais à Dijon pour rencontrer une équipe technique. Est-ce que c'est une ville réputée? Dijon, me demande Arnaud, pour les équipes techniques. Je ne sais pas si c'est une ville réputée. J'en ai pas l'impression, mais ils ont une école d'ingénieurs à côté. Et donc, le CTO d'Iban First vient de cette école et donc recrute là-bas. Donc, ça s'est fait un peu naturellement, mais je ne crois pas que Dijon soit un hub pour les équipes techniques françaises. Mais peut-être que ça le deviendra un jour si Louis arrive à les attirer avec ces viennoiseries et ces pains incroyables. Y a Raph qui nous demande dans quelle situation va-t-on voir un business angel plutôt que des VC? Oh là là, en fait, quand tu commences sur des business angels, tu ne cherches pas parce que c'est eux qui vont financer les boîtes au démarrage. Plus tu avances, plus tu vas avoir des venture capitalistes puisque c'est eux qui ont le plus de cash à déployer. Et puis après, il y a ce truc entre les deux de qu'est-ce qu'on fait. Alors, il n'y a pas de bonne réponse. Tu peux aller voir à la fois des business angels et à la fois des investisseurs venture capitalistes quand tu es en seed, série A. Les business angels que tu vas voir en seed, série A, tu cherches à ce qu'ils soient, qu'ils soient pas nocifs dans la manière dont ils interagissent avec toi. Donc il faut avoir des gens dont la réputation est bonne, qui potentiellement ont du réseau ou à un moment donné peuvent avoir un réseau qui peuvent être utiles. Et c'est pas des gens que tu vas appeler tous les jours pour des conseils, mais qui peut-être un jour vont être utiles. C'est plutôt des jokers, les business angels, à mesure que le temps passe dans les boîtes, plus que quelque chose d'instrumental. Parfois c'est le cas, mais souvent c'est des jokers. C'est un peu comme Kima, hein. C'est un joker, tu l'as dans la main, tu sais pas si ça a de la valeur, mais tu sais que tu le regretteras jamais. Et donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Quel est l'entrepreneur qui m'a le plus impressionné en termes de détermination? C'est une bonne question. Écoute, on va rencontrer un mec dans la semaine prochaine qui s'appelle Yann Lechel, qui était l'ancien COO de Snips, qui est maintenant le CEO de Scaleway, une filiale de Iliad Free. Et Yann, c'est quelqu'un qui est toujours allé au bout des choses. Et je pense que s'il y a bien... c'est difficile de savoir qu'est-ce que ça veut dire aller au bout des choses quand on est entrepreneur. Yann, je pense qu'il en a la bonne mesure. C'est quelqu'un qui n'abandonne pas trop tôt, qui fait toujours l'extra mile pour aller au bout des choses. Et c'est assez
c'est assez marquant chez lui. Il est plus tout jeune, entre guillemets, mais pour le coup, il est assez impressionnant par là. Et ensuite, dans sa détermination, je peux te dire que Damien Morin, à l'époque, il en a chié. Il aurait pu jeter l'éponge comme un boxeur sur un ring qui est en train de se faire démonter. Et il est allé au bout, comme peu d'entrepreneurs l'auraient fait. Et c'était assez marquant parce qu'il n'avait pas le support du board qui avait un peu perdu à la fois son affection et sa confiance dans sa capacité à faire quelque chose, malgré le fait qu'il a été refinancé. Et puis, il avait perdu aussi l'affection du public parce que il communiquait peut-être un peu trop par rapport à ce que le public voulait. Et donc, il en a chié, quoi. Et il a été déterminé, il s'est bien battu. Il était vraiment au bout du rouleau et il y est allé, quoi. Et je pense que c'est assez remarquable de sa part. Et c'est ce qui explique aussi le sérieux de sa boîte à l'heure actuelle et la détermination qu'il met à faire les choses bien sur Mobile Club. D'ailleurs, si vous êtes quelqu'un qui cherchait un iPhone récent, pas cher, assuré, c'est facile. Vous allez sur Mobile Club et puis vous le louez directement. Le service est top, ils sont à votre écoute, ils s'occupent bien de vous. C'est pas cher et c'est de la balle. Voilà. Alors, il y a Mathis qui nous demande si on investit dans l'EdTech et notamment dans les solutions pour la formation professionnelle. On en a fait quelques-unes, on regarde. Pas facile comme sujet. Celle qui est la plus connue et qui fait de la formation professionnelle, d'une certaine manière, c'est Open Classroom qui est la plus grande. Et puis après, vous avez plein d'acteurs sur des verticales données. Mais la plupart des acteurs de la formation professionnelle, c'est des boîtes autofinancées qui génèrent du cash, qui fonctionnent très bien et qui n'ont pas besoin de venture capitaliste ou de fonds ou de business angel. Et en plus, c'est pas très venture capital friendly, en fait, la formation professionnelle, de manière un peu classique. Voilà. Pourquoi ne pas refaire 101 projets, 25 000 euros pour 101 projets ça suffit des fois pour se lancer, nous dit quelqu'un d'anonyme. Écoute, je sais pas, faudrait poser la question à Jacques-Antoine, Xavier et Marc, puisque c'est eux qui avaient lancé ça à l'époque. J'imagine que depuis, il doit avoir les premiers retours de cette initiative et serait en mesure de te dire si ça a généré de belles boîtes et si ça a généré de retours, parce que c'est aussi important. Tu vas pas lancer une initiative si à un moment donné, enfin une initiative, si tu peux lancer une initiative philanthrope, mais tu vas pas lancer une initiative d'investissement si tu ne penses pas qu'elle est rentable. Voilà. Est-ce que j'ai regardé qui veut être mon associé? Qu'en as-tu pensé? Est-ce que Xavier avait été approché? Je ne sais pas si Xavier avait été approché. Je ne sais pas s'il aurait accepté. Il faudrait lui demander. Moi, j'ai trouvé Marc comme maître de cérémonie très très bon. Et je lui ai dit, je le trouve très très bien dans son rôle. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui... Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont continuer les saisons, mais il n'y a aucun doute que c'est un excellent maître de cérémonie. Il a à la fois... l'historique, le franc-parler et en même temps, je sais pas, la bonne touche quand il s'exprime auprès des gens, ça m'a marqué. Alors moi j'ai regardé que le premier épisode, donc peut-être que je dis des conneries et que les autres n'étaient pas à ce niveau-là, mais ça m'avait marqué. J'ai trouvé Marc très bon dans son rôle et voilà, c'était cool. Clémentine, est-ce qu'on parle de Datadog, la licorne à 10 milliards? D'ailleurs, ça vaut plus de 10 milliards, je pense, Datadog. Et Datadog, c'est des Français basés aux US que Kima a jamais vu. Et je sais même pas s'ils ont jamais eu des investisseurs français, mais c'est incroyable Datadog. C'est en fait une réussite de Français à l'étranger dont on parle peu, mais parce qu'en fait ils étaient plus français, ils étaient déjà là-bas, donc c'est difficile d'en parler, mais c'est extraordinaire. Franchement, Datadog, bravo, mais 1000 fois, quoi, extraordinaire. Il y a quelqu'un d'anonyme qui nous pose une question piège. La question piège, c'est Napoléon, il aurait lancé quelle start-up? Écoute, je pense que Napoléon, il n'aurait pas lancé de start-up, il aurait lancé le jeu Risque. Voilà, il aurait buté n'importe qui l'aurait battu à ce jeu. Yo Jean, c'est quoi ton avis sur le futur du travel? Comment penses-tu que cela va se matérialiser? Le travel, c'est très simple. La distribution est compliquée parce que l'accès à l'infrastructure est foireuse, parce que c'est des vieux systèmes. Et donc, le travel, très très simplement, va se faire transformer à la fois sur l'infrastructure, d'abord par l'infrastructure, enfin d'abord, pas d'abord, mais nécessairement, l'infrastructure du travel va se transformer et ça va débloquer une tonne d'usages en termes de distribution. Je pense que c'est un marché qui va exploser dans les 10 prochaines années, malgré sa taille déjà énorme. Voilà. Pour les salaires en start-up, il y a Bit
/see all salaries. Les gens par Alexandre Guillot, si ça peut aider, nous dit Mike. Merci Mike. Salut Jean, tu penses que cette période va faire du mal au recrutement de jeunes diplômés ou de stagiaires en VC, nous demande Mohamed. Tous les fonds vont recruter des stagiaires, ils le font toujours. C'est un coût d'opportunité assez faible par rapport aux bénéfices. Maintenant, les stagiaires en VC, de toute manière, les places sont chères, donc il faut se démarquer. Donc, ce n'est pas une question de quel est le nombre de places disponibles, c'est est-ce que tu t'es démarqué assez pour être le Michael Jordan du stagiaire en VC, quoi. Qu'est-ce que je pense du web scrapping, nous demande Amir, mais je ne sais pas. Est-ce qu'on a je recommence. Un bel avenir pour des boîtes qui bossent dessus. Alors oui, on a une boîte dans le portefeuille qui fait ça. Donc en fait, le scrapping, c'est un peu piège parce que ça peut avoir un aspect features, mais si tu le fais suffisamment bien pour que ça s'apparente, pour que ce soit proche du ce qu'on appelle RPA. Donc l'RPA, c'est quoi? C'est tout ce qui est automation. Donc si tu mimes les usages de quelqu'un qui serait sur son écran pour pouvoir créer des routines automatiques sans avoir besoin de créer du code par-dessus quelque chose. Donc, par exemple, tu vas aller faire quelque chose sur le site de l'URSSAF. L'URSSAF n'a pas développé d'API. C'est pas grave. Avec le RPA, tu peux développer les bonnes briques pour mimer en fait ces usages sur le site de l'URSSAF, typiquement, pour aller faire tes process, quoi. Je vous dis ça parce que je pense à PFIC qui utilise un peu d'RPA dans ces systèmes. Et donc, le futur du scrapping, c'est plutôt le futur du RPA. C'est comment est-ce que tu simplifies l'accès à cette technologie qui aujourd'hui est très chère. Des boîtes comme UiPath qui sont valorisées des milliards, ils facturent un prix indécent aux startups et aux entreprises pour faire du RPA, alors qu'en réalité, on pourrait probablement avoir des systèmes un peu moins chers et plus automatisés, plus user-friendly, plus accessibles, quoi. Donc, voilà. Alors, il y a Morgane qui nous dit en plus, Yann, il est intelligent et sympa, ce qui est un peu la base. C'est vrai que Yann, il est intelligent et sympa. Alors, les questions. Pourquoi tu trouves que les modèles comme Brigade ou EasyWork sont pas top? Alors, en fait, pour maintenant avoir passé un peu de temps sur ce marché de l'intérim, c'est pas les modèles Brigade EasyWork, parce que nous, d'abord, on est investisseur dans Side, donc j'aime le marché. Après, c'est un marché d'une complexité folle parce que c'est un marché de volume sur lequel les marges sont limitées, sur lequel il y a du process, tu gères des gens, les gens, c'est difficile à gérer. Et donc, il y a un fantasme qui consiste à dire, dans toute industrie qui est fragmentée et dans laquelle il n'y a pas d'outils technologiques, il y a une opportunité énorme à saisir. Et donc, dans l'intérim, tu regardes Adecco et tu te dis, mais attendez, Adecco, c'est les agences physiques. Il n'y a pas de tech ou très peu, il y a forcément une opportunité à saisir. Et c'est probablement vrai, mais la question c'est comment le fais-tu de façon à ce que ça marche, quoi. Et donc Brigade l'a pris par la verticale de la restauration, et pourquoi pas. EasyWork l'a pris de manière un peu plus macro, un peu plus générale. Side l'a pris par le produit, à fond sur le produit. Et je vais être très très honnête avec vous, je ne sais pas qui gagne à la fin, qui a raison, et s'ils ont tous tort ou s'ils ont tous raison. Ce que je sais, c'est que c'est beaucoup plus difficile que ça n'y paraît et que ça demande des efforts colossaux pour arriver à craquer ce marché qui pourtant est énormissime. Et donc c'est très intéressant parce que ça rebat les cartes sur des marchés fragmentés, comme celui de l'immobilier par exemple, qui sont peu équipés en tech. Et donc la question c'est comment tu craques ces marchés-là. Si vous arrivez avec une solution qui craque très très vite, très très fort, le marché de l'intérim, le marché de l'immobilier, bravo. Mais jusqu'à présent, personne ne l'a vraiment fait, en tout cas en France. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour démarcher des restos? J'en ai aucune idée, cher Anonyme. Ouh là là. Il y a quelqu'un qui trouve Simoncini insupportable, qui dit qu'il a le melon. Il a probablement le melon, en même temps il a fait des trucs, donc est-ce que ça justifie un petit peu? Moi je le trouve attachant, je l'aime bien, il a un petit côté caustique en plus là. J'aime bien. Est-ce que c'est une bonne idée de créer une app de chat live avec un système de rating entre les utilisateurs? En fait, c'est ce que fait Yubo naturellement. C'est de l'auto-censure entre la communauté de façon à éviter les dérives. C'est évidemment intelligent, mais c'est le seul moyen de créer des communautés d'anonymes qui se retrouvent en groupe
sans que ça tourne de manière graveleuse ou foireuse, quoi. Y a Clémentine qui pensait que j'avais dit non à Datadog. Bah, jamais de la vie, hein, Clémentine. Moi, Datadog, il serait venu me voir, on aurait mis un chèque direct, je pense. Mais voilà, ouais, c'est une boîte fantastique. C'est dingue. Il y a Mathis qui nous dit quelle question se poser lorsque tu cherches un marché sur lequel te lancer. Ouf, oh là là, je sais pas, mais les bons entrepreneurs, ce que je peux te dire, c'est que c'est plutôt des gens obsédés de leur sujet. Et être obsédé de son sujet, c'est important parce que c'est ce qui te donne le courage de continuer quand ça devient difficile. Et donc, je pense qu'il faut se lancer soit sur un marché qu'on kiffe, soit parce qu'on est une espèce de brute de travail et que c'est l'ambition qui est notre obsession. Et dans ce cas-là, c'est différent, c'est un peu plus transactionnel, c'est un peu plus à la requête Internet, quoi. Alors, comme Carlos Diaz, penses-tu que le sauvetage d'Air France n'est pas impératif? 10 milliards de prêts pour une boîte avec une valeur de 2 milliards. J'ai pas d'avis sur le sujet, c'est un sujet qui est pas économique, c'est un sujet qui est politique. Air France, ça l'a toujours été. Si tu veux créer la merde dans le pays pendant un an, tu mets Air France à la poubelle. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Donc la question, c'est si ton coût d'opportunité pour qu'on te fasse pas chier, c'est de mettre 10 milliards sur Air France, eh ben fais-le, quoi. Réfléchis pas. C'est pas le sujet, quoi. Le sujet, c'est que tu peux pas tuer Air France. C'est impossible. C'est comme si je te dis... Putain, je sais pas, quoi, mais tu peux pas. C'est juste, ça se fait pas. Ça marche pas. Ça n'existe pas de tuer Air France. Alors, j'ai mon ordinateur qui s'est éteint. Je le reprends. Carlos a dit que certains VC ne vont pas survivre à la crise. Est-ce que je confirme? C'est toujours le cas. Mais aux États-Unis, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Sur 1000 fonds lancés, à un instant T, 15 ans plus tard, il y en a 50% qui disparaissent. Donc, toute crise permet de faire le ménage. Et c'est très bien, ça sert à ça, les crises aussi. Il faut prendre le bon dans le mauvais, hein, comme toujours. J'aimerais avoir ton avis honnête sur l'action de Station F. Pour ma part, et pour y avoir travaillé, beaucoup de points positifs, mais j'ai l'impression qu'on fait de la reproduction sociale et qu'on reste dans notre confort avec un manque d'ambition d'international. Écoute, cher anonyme, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, du crémier... et des paillettes avec une cerise et des licornes et tout ça, quoi. À un moment donné, quand tu bénéficies de quelque chose, tu prends le positif de ça et tu vas chercher le reste ailleurs. Station F, c'est un lieu de rencontre qui permet à des entrepreneurs enfin, si tu veux, déjà, ça règle le problème, un des plus gros problèmes de l'entrepreneuriat, qui est le problème de l'isolement, de la solitude. Donc, tu peux pas cracher sur Station F pour ça, parce que ça sert à ça. Et beaucoup plus que WeWork, notamment par tout ce qu'ils font au sein de la communauté. Donc, pour ça, je trouve ça génial. Et après, le pari de Station F, c'est est-ce qu'une personne sur 1000 émerge pour créer quelque chose d'extraordinaire? Parce qu'à un moment, à Station F, il a rencontré la personne où il a eu accès à la ressource qui lui a permis de se révéler. C'est probablement ça le vrai sujet de Station F. Moi, j'aime bien Station F parce qu'il y a de good vibes et c'est pas une question de est-ce que je kiffe Xavier ou Roxane ou ses équipes ou whatever ou la Felicita. Non, j'ai toujours trouvé qu'il y avait de bonnes vibes. Les gens, ils aiment bien critiquer. Il y a toujours des critiques à faire sur tout le monde. Tu peux critiquer Station F, tu peux critiquer Kima, tu peux critiquer 42, tu peux critiquer... je sais pas moi, Saint-Tropez, la Seine-Saint-Denis, je m'en fous, tu vois, on peut tout critiquer. Moi, je suis plutôt du parti de déterminer si les gens ont de bonnes intentions, et une fois qu'ils ont de bonnes intentions, qu'est-ce qu'ils ont à nous offrir. Et c'est ça qui est important, et c'est même le cas dans l'investissement, c'est que quand tu vas chercher un investisseur, tu cherches pas un super-héros, tu cherches pas Wonder Woman, tu cherches un investisseur qui a bonne réputation, qui met du cœur à l'ouvrage et sur lequel tu vas pouvoir en tirer quelque chose. Mais tu peux pas tout tirer. Et bien, Station F, c'est pareil. Tu vas en tirer, tu vois, tu parles qu'il y a beaucoup de points positifs. Et ben, c'est génial. En fait, tu as mis le doigt dessus. Il y a plein de points positifs à Station F et c'est ça qu'il faut souligner. Moi, je trouve ça vraiment cool, quoi. Hello Jean, dimanche, tu expliquais que certaines boîtes SaaS préféraient faire payer X clients qu'avoir X free users. Est-ce que j'ai des exemples? Alors, je ne parlais pas de boîtes SaaS à ce moment-là, Charles. Je parlais de boîtes consumer qui font des sujets sur, par exemple, tu prends Freeletics, Asana Rebel, Jour et plein d'autres apps consumer. Ils ont un intérêt à faire payer les clients. En fait, ils font le diagnostic, ils font payer les clients et ensuite, ça trigger l'usage parce qu'il faut engager les gens de manière transactionnelle pour qu'ils utilisent le produit. Et donc, c'est à ça que ça sert et je pense que c'est nécessaire. Sinon, il n'y a pas de valeur à l'usage du produit. S'il n'y a pas de valeur
payé, enfin s'il n'y a pas de valeur demandée, il n'y a pas de valeur perçue, s'il n'y a pas de valeur perçue, en fait tu tends vers zéro, quoi. Et donc ça sert juste à ça, c'est cognitif, c'est psychologique, rien de plus. Est-ce qu'on peut recommander une boîte pour data, analyse, monitoring pour un site? Écoute, il n'y a pas de cher Anonyme, c'est facile, hein. Quand tu as un site, une app et que tu veux faire de l'analytics, tu prends Amplitude, no-brainer. Alors évidemment, ça devient cher quand ça commence à fonctionner, mais c'est quand même extraordinaire. Donc voilà, Amplitude, ça fait le job. Quelqu'un d'anonyme nous demande comment aborder au mieux un investisseur. Il faut faire ses devoirs, cher ami. Faire ses devoirs, ça veut dire te renseigner sur cet investisseur, voir qui il est, ce qu'il a fait, comment il fonctionne. Et ensuite, soit tu trouves un entrepreneur qu'il connaît, qu'il respecte et avec qui tu arrives à connecter, soit tu tentes le coup du call d'email. Ça marche moins bien, mais ça peut marcher si ton email est vraiment, vraiment bien tourné. Mais le mieux quand même, c'est de se faire connecter par quelqu'un qui connaît cet investisseur. Mohamed, se passer d'un lover pour un premier seed, c'est une connerie ou ça se respecte et ça peut tout à fait se faire. Écoute, Mohamed, non, il ne faut pas passer par un lover pour du seed pour deux raisons. La première, parce que sinon, tu n'apprends pas. Et donc, il faut apprendre. Et la deuxième chose, en fait, il y a trois raisons. Première chose, tu n'apprends pas. Deuxième chose, les investisseurs vont prendre pour une chèvre. Et troisièmement, il n'y a pas de modèle pour un bon leveur de fonds de faire un deal en seed, parce que le leveur de fonds, il se rémunère sur la performance. Donc pourquoi prendre 5% sur 500 000 si tu veux prendre 5% sur 5 millions? Ça n'a aucun sens. Et du coup, les bons leveurs font pas de seed ou très peu à la marge. Du coup, pas de lever quand on fait du seed. J'ai pensé quoi du plan d'action du Premier ministre? Écoute, je sais plus, je sais pas, je n'ai pas écouté. C'était quand ça? J'ai pas vu. Écoute, je vois pas. Il faudrait que je me renseigne. J'ai pas ouvert la télé depuis 3 jours. Je l'ouvrirai ce soir pour regarder ce qui se raconte. Je vous avoue que nous, on est plutôt en réflexion de comment est-ce qu'on va passer l'été, en passant le moins de temps possible à Paris, en passant le moins de temps possible à devoir mettre des masques partout où on va, tout en étant hyper efficace sur l'éducation des enfants et sur le travail au quotidien. Il y a un soleil là qui revient en face de moi, c'est magnifique. Ça va bientôt sonner l'heure de la fin de ce live. Alors, je ferais quoi si j'avais 10 milliards? Waouh, ça c'est une question auquel je ne répondrai pas, cher Anonyme, parce que je n'aurai jamais 10 milliards. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas ce que j'en ferai. Je trouve que Xavier se démerde pas mal dans son genre. Penses-tu que ce soit une bonne idée de créer une app super simple pour personnes âgées sur iPad Pro? Je sais pas, le marché des personnes âgées, je le maîtrise mal. Donc du coup, je fais un joker. Est-ce qu'il existe des frameworks style Narrative Primitive Enablers applicables au SaaS B2B, nous demande Louis. J'en ai pas, il y en a forcément, regarde sur Internet, je suis sûr que tu vas trouver. C'est plus simple le SaaS B2B par rapport au consumer parce que c'est moins psychologique, c'est plus cartésien et donc c'est plus simple à expliquer et à craquer. Est-ce que j'ai déjà financé des solo founders, nous demande Hugo? Oui, le dernier en date c'était Benjamin, le fondateur de tryriot.com. Hello Jean, nous dit Ruben, est-ce que tu penses que les business models pay as you go sont moins rentables à l'échelle par rapport à la souscription? En théorie, oui. En pratique, tout peut être démontré et l'inverse de ce qui marche aussi. Est-ce que ta radio libre, il y aura l'équivalent de Gérard de Suresnes? Alors, je ne sais pas de quoi tu parles, mon cher Anonyme. Quand tu parles de Gérard, est-ce que c'était le mec qui était complètement rebou sur Skyrock ou sur Fun et dont tout le monde se moquait? Voilà, j'ai du mal à suivre. Avec tes talents de vendeur, comment tu vendrais un tableau? Écoute, il y a deux manières de vendre les choses. Soit tu les vends pour leur aspect fonctionnel, soit tu les vends pour leur aspect émotionnel. Un tableau, a priori, tu vas le vendre pour son aspect émotionnel, à moins qu'en face de toi, tu es quelqu'un de très transactionnel. Et il faut que tu lui démontres que l'endroit où il va le mettre va transformer sa vie, parce que chaque personne qui va passer devant va complètement changer de perspective sur les prochaines minutes qu'il va passer avec cette personne. Et donc, j'imagine que tu vas avoir un businessman qui fait pas beaucoup d'art. Tu lui prends l'œuvre d'art, tu lui mets dans son entrée, tu regardes les effets que ça donne sur les premières semaines et tu dis, t'as vu, tous les gens qui passent devant, ils trouvent ça cool. Et tu lui fais acheter comme ça parce qu'une fois que tu le décroches, en fait, il va perdre ce kiff-là et donc il va être dégoûté. Et après, sur l'émotionnel, je ne sais pas. Mais l'art, c'est pas un truc que je maîtrise, c'est pas un truc sur lequel je suis bon. Et donc voilà. Mais j'imagine que peu importe ce que tu vends, c'est toujours
par l'aspect rationnel ou par l'aspect émotionnel des gens. Et il faut arriver à les accrocher de la bonne manière. Alors, 2 dernières questions. Un bon bouquin. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre comme musique en plus pour finir avec ça? Voyons voir. Alors, je vais vous mettre... Je l'avais déjà mis, mais elle est vraiment très 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 bien. Elle s'appelle Between the Buttons de French 79. Un bon bouquin pour apprendre le sales depuis zéro. Écoute, il y a From Impossible to Inevitable et Predictable Revenue. C'est les 2 bouquins que je te conseille. Il y a Louis qui me demande si en remontant à Paris, est-ce que je compte faire un arrêt au stand à Dijon. Écoute, c'est pas con mon vieux, parce que franchement, la Provence, c'était pas la Provence, c'était vraiment sud-sud de la France, Paris. On a quand même mis 10 heures, hein, c'était long. Hein. Je m'arrêterais bien à Dijon, faire une petite bouffe avec vous. Penses-tu que l'app US SnackPass soit copiable sur le marché français? Je ne connais pas SnackPass, cher anonyme. October ou Credit.fr? Bah, October, par principe. Est-ce que Damien Morin a des remords de s'être planté avec Save? Je sais pas. Je pense pas. Je pense qu'on apprend tous de ses erreurs. Et donc, on est tous comme ça, quoi. Il ne faut pas avoir de regrets de ce qu'on a fait. Il faut regretter ce qu'on ne fait pas, peut-être. Il faut apprendre de ses erreurs, mais regretter ce qu'on a fait, c'est le remords. Tu vois, le remords, ça te ronge. Tu vas pas te laisser ronger par tes échecs, quand même. Merde. En plus, des échecs, on en fait tous les jours. On se plante à longueur de journée. Alors, si on a des remords à chaque fois qu'on se plante, qu'est-ce qu'on devient, quoi? Comment est-ce qu'on vend un objet physique avec le lockdown? Bah, sur Internet, non? Puis après, tu le fais livrer par Chronopost. Chers amis, c'était sympa d'être avec vous aujourd'hui. On est quel jour d'ailleurs? On est mardi. On se retrouvera demain. On se retrouvera après-demain. On se retrouvera après-demain. Et puis lundi, puis la semaine prochaine et les semaines suivantes jusqu'à ce que vous soyez plus avec nous. Mais tant que vous êtes là, il n'y a pas de raison que moi, je ne le sois pas. Voilà. On a répondu à quasiment toutes les questions aujourd'hui. C'est un miracle. Salut tout le monde. À bientôt.